Bonsoir à tous, c'est Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine. Nous allons traiter comme de coutume 4 sujets aujourd'hui que je vous propose de découvrir en images sans plus tarder. Nous allons bien sûr parler de la situation au Proche-Orient avec les affrontements très violents à la frontière entre Israël et Gaza qui ont fait au dernier comptage 41 morts le jour même où est inaugurée la nouvelle ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem. Que doit faire Donald Trump? C'est la première question que nous nous poserons ce soir. Nous reviendrons aussi sur les grèves de la SNCF avec cette journée extrêmement perturbée, 500 km de bouchons, très peu de trains une nouvelle fois. Est-il temps que ça s'arrête? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous allons aussi revenir sur l'attentat qui a endeuillé Paris ce week-end. Le pouvoir est-il à la hauteur? Y a-t-il des mesures à prendre qui ne sont pas encore prises? Nous nous interrogerons et puis nous parlerons d'une étude de l'association Oxfam France. C'est une organisation qui scrute les mœurs des grandes entreprises et une étude révèle que les actionnaires des grandes entreprises françaises, celles du CAC 40, sont extrêmement bien traités. Les actionnaires sont-ils trop payés? On se posera la question avec nos 4 invités du jour que je vous présente tout de suite. Bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne. Votre dernier livre, Le coup de com' permanent, a été publié aux éditions du Cerf. Bonsoir Hakim El Karoui, ravi de vous accueillir aussi. Vous êtes essayiste, consultant, chroniqueur chez nos confrères de l'Opinion. Votre dernier livre, L'Islam, une religion française, a été publié chez Gallimard. Et on peut dire que vous êtes l'une des personnalités qui a l'oreille du président de la République concernant les projets à venir pour une meilleure organisation de l'islam en France. Bonsoir Juan Branco. Bonsoir. Vous êtes journaliste, juriste, avocat notamment de Julian Assange, l'homme de Wikileaks, et de Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne présente plus. Vous êtes aussi l'auteur de L'Ordre et le Monde, une critique de la Cour pénale internationale, ouvrage publié chez Fayard. Et bonsoir Alexandre Devecchio, que chacun connaît, journaliste aux pages débat opinion du Figaro, en charge du Figaro Vox. Votre dernier livre, Les nouveaux enfants du siècle, a été publié aux éditions du Cerf. C'était en 2016. Il va falloir vous remettre à nouveau au travail, à votre table d'écriture, cher Alexandre. Nous commençons donc cette émission en parlant du Proche-Orient, l'inauguration de la nouvelle ambassade des États-Unis, qui était avant à Tel Aviv et qui est désormais à Jérusalem, ambassade en Israël, était prévue de longue date. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était des manifestations qui ont eu lieu donc, dans la bande de Gaza, à la frontière avec Israël, manifestations extrêmement violentes. Il y a, au dernier pointage, 41 morts, des centaines de blessés parmi les Palestiniens. Et pourtant, Donald Trump reste inflexible. Écoutez ce qu'il disait, c'était dans un message enregistré il y a quelques heures et qui a été diffusé à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle ambassade. Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. Our greatest hope is for peace. The United States remains fully committed to facilitating a lasting peace agreement, and we continue to support the status quo at Jerusalem's holy sites, including... Alors, Hakim El Karoui, on peut penser que cette intervention a été enregistrée avant les manifestations, mais en tout cas, de toute évidence, il n'y a pas chez les Américains une volonté de dévier de leurs décisions, alors même qu'il y a déjà eu des manifestations de protestation contre ce changement de lieu de l'ambassade. Est-ce que finalement c'est une erreur d'avoir fait ça? Ça dépend du point de vue. Du point de vue des Américains, de Donald Trump et des Israéliens de Benjamin Netanyahou, je ne considère pas que tous les Israéliens sont du côté de Benjamin Netanyahou, mais de leur point de vue, tout ça fonctionne admirablement bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus personne ne croit à la paix. Donc le sujet, ce n'est pas la paix. Le sujet, c'est la guerre. Et pour faire la guerre, il faut être fort. Donc la logique, c'est une logique de pur rapport de force. Les manifestations, c'est la fin d'une série de manifestations qui était prévue et organisée depuis très longtemps. Elles finissent comme ça dans la violence, mais elles ont déjà commencé dans la violence. Donc ça ne fera changer en rien la politique américaine, d'ailleurs, et la politique israélienne. Le but, c'est de montrer ses forces en se disant la paix n'est plus possible, mais ça fait 10 ans, 12 ans qu'il y a cette idée en Israël, la paix n'est plus possible, et donc il faut s'armer.
Vous disiez que, effectivement, Donald Trump et Benjamin Netanyahou étaient sur la même ligne. Écoutez ce que disait le Premier ministre israélien, c'était hier à Jérusalem, pour justifier et pour considérer comme allant d'elle-même la décision américaine. President Trump's decision to move the embassy to Jerusalem affirms a great and simple truth. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for the past 3,000 years. It's been the capital of our state for the past 70 years. It will remain our capital for all time. Juan Branco, c'est aussi une réalité de fait, si ce n'est de droit. Aujourd'hui, à Jérusalem, tout se passe, la vie politique du pays est là, donc peut-être que la décision américaine, finalement, ne faisait que mettre en accord la réalité avec l'organisation. Si on parle d'accord entre la réalité et la fiction ou les discours, pardonnez-moi, mais il y a juste une annexe du consulat américain qui a été transformée en bureau pour l'ambassadeur, et l'ambassade, en fait, n'est toujours pas là, factuellement. Donc déjà, il faut revenir sur... Je crois. Oui, c'est-à-dire que c'est une décision qui est purement symbolique et qui vise à produire les effets qui sont les effets actuels. Je remarque qu'on a voulu mettre sous le boisseau la question palestinienne pendant des années, notamment au profit de la crise syrienne, en se disant que de toute façon, justement, le système d'oppression qui s'était mis en place était acquis et qu'il ne se passerait rien. Là, on a quand même 43 manifestants au moins désarmés, complètement désarmés. Donc quand on parle de violence, il faut dire que la violence est aujourd'hui parfaitement unilatérale. Elle ne vient que d'un côté. Il n'y a pas des violences. Il y a une violence d'un État contre des populations. Il y a des jets de pierre ou il y a des choses qui ne sont pas... mais en tout cas, des attaques avec des armes. On ne tire pas sur quelqu'un... létales, comme on dit. Donc on ne tire pas sur quelqu'un quand il jette une pierre à un soldat. Pardonnez-moi, c'est des règles d'engagement de base dans n'importe quel conflit armé. Quand un civil se contente de tirer une pierre pour exprimer son mécontentement, on ne tire pas dans la tête en retour, tout simplement. Et on ne tue pas 43 personnes parce qu'il y a une manifestation pacifique, même si on peut considérer qu'elles sont instrumentalisées, notamment par le Hamas, même si on peut considérer que ça peut provoquer des conséquences. Donc cette première chose, il faut qu'elle soit dite et redite pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Après, de façon plus générale, encore une fois, on est sur un système qui est structurellement voué à créer de la violence, parce que structurellement, on a des problèmes qui ne sont pas réglés, et notamment les droits des Palestiniens à construire une vie qui soit digne, en particulier à Gaza. Que ce soit responsabilité des uns des autres, ce n'est pas le sujet. Mais à partir de là, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des poussées de violence comme ça qui ne vont que continuer. Quand on a des millions de personnes qui sont sous blocus complet israélien, mais aussi égyptien, c'est-à-dire que la responsabilité est partagée, et évidemment derrière, c'est la responsabilité de qui? Des États-Unis et des grandes puissances européennes. Et bien évidemment, de facto, vous avez des personnes qui cherchent à vivre et à s'émanciper. Alexandre Devecchio, vous êtes d'accord avec le constat qui finalement est à peu près le même, qui est celui des deux intervenants précédents, disant de toute façon, on ne peut que créer un rapport de force, puisqu'on sait bien que la paix, elle n'aura pas lieu à la solution pacifique avec deux États, celle qui est appelée par tous les experts internationaux, ne se passera pas. Oui, je pense qu'effectivement, peut-être que personne ne souhaite d'ailleurs, ni les Palestiniens d'un côté, qui misent sur la démographie, bien que c'est de plus en plus compliqué, puisque la démographie est plutôt aujourd'hui à l'avantage d'Israël, ni les Israéliens qui poursuivent finalement leur politique de grignotage et qui visent sans doute au grand Israël. Cela dit, je pense que c'est une stratégie quand même risquée pour Israël, puisque comme le disait par exemple Denis Charbit dans nos pages aujourd'hui, c'est une société divisée avec différents groupes démographiques à peu près équivalents, notamment les Arabes israéliens, mais aussi des Juifs ultra-orthodoxes, des Juifs laïcs et des sionistes religieux, des gens qui n'ont pas forcément la même vision du monde, la même vision des choses, et ça pourrait donner à la fin une société qui jusqu'ici arrivait finalement à transcender toutes ces différences par un fort sentiment d'appartenance, une société clivée qui pourrait imploser de l'intérieur, sans compter que la situation avec les pays arabes autour est loin d'être totalement pacifiée. Certes, c'est la paix, mais je ne suis pas sûr que le sentiment des pays arabes à côté est très favorable à Israël. Donc je crois que c'est un jeu dangereux de part et d'autre, où il n'y a effectivement pas de volonté de paix nulle part, et qui sur le long terme pourrait finalement assez mal se terminer. Chers internautes, cette émission est la vôtre, vous le savez, donc vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr, sur Facebook, sur le hashtag Point de vue. Esther nous dit c'est la fin d'une hypocrisie de longue date. Jérusalem est déjà dans les faits la capitale administrative, économique, reconnue par les Israéliens. Tandis qu'Albert nous dit les Israéliens ne font jamais dans la dentelle face aux manifestants palestiniens du Hamas.
pourquoi. On pourra essayer de répondre à cette question, Arnaud Benedetti, mais peut-être d'abord, vous partagez ce point de vue assez pessimiste finalement, en disant l'escalade de la violence, elle est presque inévitable parce qu'il n'y a pas de solution politique. Oui, certainement. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est Trump. Parce que finalement, Trump est assez prévisible. C'est quelqu'un qui fait globalement ce qu'il dit depuis qu'il est au pouvoir. Il avait dit qu'il sortirait des accords de Paris sur le réchauffement climatique, il en est sorti. Il a dit qu'il remettrait en cause l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, il l'a fait. Il avait dit durant la campagne que l'ambassade américaine serait transférée à Jérusalem. Donc c'est quelqu'un d'assez prévisible là-dessus et c'est assez clair. Deuxième point, ce qui me paraît important, c'est finalement les images qu'on est en train de voir et qui défilent là sur les écrans. Finalement, la société israélienne, en tout cas l'État israélien, n'en a que peu à faire de son image. Parce que finalement, l'État israélien, depuis le début, considère qu'il est dans une lutte pour sa survie et que ce qui est important pour lui, c'est le rapport de force qu'il noue avec son environnement. Et même si l'opinion publique internationale, globalement, est plutôt, en général, assez critique vis-à-vis de la façon dont, en tout cas, le gouvernement de Netanyahou agit, cet effet, ce retour de la critique n'a très peu d'effet sur la politique menée par Israël. Donc, Israël est dans un rapport de force clairement affiché par rapport à son environnement, et en face, il a des Palestiniens, et notamment le Hamas, qui finalement est dans une stratégie de lutte violente aussi contre la société israélienne, mais qui est aussi dans une stratégie de communication politique. C'est-à-dire qu'il s'agit quelque part aussi, à travers ces images, de dresser l'opinion publique internationale contre l'État d'Israël. Et on voit que ça ne marche pas parce que de toute façon, ça fait 70 ans qu'Israël fonctionne de la sorte. Et qu'en l'occurrence, Israël joue le rapport de force, qui est quand même quelque chose qui reste profondément ancré dans les relations internationales. Raymond Aron disait finalement l'état de droit au plan international existe très peu et c'est un état de nature, il suffit de le relire, notamment dans le Spectateur engagé. Et Israël est quand même sur cette position. Et Hakim El-Karoui, finalement, c'est Donald Trump qui a peut-être l'attitude la plus cohérente, puisqu'il a fait le même constat que vous quatre, en disant de toute façon, il n'y a plus que le rapport de force qui compte, donc je m'y inscris, alors que les Européens, qui eux disent il faut essayer de reprendre langue, sont dans une impasse parce que le gouvernement israélien ne le veut pas. Oui, alors les Américains ont traditionnellement un rôle un peu différent de celui des Européens, parce qu'ils sont les garants du processus de paix qui est censé avoir commencé en 1993. Et du coup, ils ont toujours été plutôt orientés, mais ils faisaient quand même attention à ne pas l'être trop entre les Israéliens et les Palestiniens, même si la sécurité d'Israël fait évidemment partie des éléments intangibles de la diplomatie américaine. Ce que fait Trump, c'est qu'il rompt avec cette idée-là. Maintenant, il fait plus semblant d'être neutre et d'être un intermédiaire possible. Il se met exactement dans le camp où Netanyahou veut qu'il soit. On se rappelle du conflit qui était très évident entre Netanyahou et Obama. Bon, maintenant, c'est l'inverse. La question, c'est pour faire quoi et pour aller où? Tout le monde dit ça va faire la guerre. Oui, mais on est déjà dans la guerre. Donc ça ne va rien changer. Et ce serait une erreur de considérer que Trump se trompe parce qu'il risque de créer du conflit. Dans son esprit et dans le conflit de Netanyahou, et dans l'esprit de Netanyahou, on est déjà dans le conflit. Donc le conflit, il se gère par un pur rapport de force, on l'a tous dit. Et ce rapport de force, il est malheureux parce qu'à la fin, en fait, tout le monde... Tout le monde vit dans un état qui est détestable. On laisse le dernier mot à Lassana sur Twitter, le dernier mot en tout cas sur ce sujet. Dès que le Moyen-Orient polarise toutes les grosses crises humanitaires de ce monde, il est inhumain d'empirer la crise israélo-palestinienne sur une simple question d'ambassade. On reviendra sûrement sur ce sujet. Nous passons à un deuxième thème, les grèves à la SNCF. Le trafic a été extraordinairement perturbé aujourd'hui, encore plus que d'habitude. C'était une journée sans cheminots, même si la direction de la SNCF relève que les 3/4 des salariés de la SNCF sont au travail, donc énormément de bouchons, plus de 500 km, je le disais tout à l'heure, et puis surtout le sentiment que on voudrait que ça s'arrête parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de solution possible à ce conflit, sachant que le gouvernement a décidé de ne pas bouger et que la CGT ne veut pas lâcher. Arnaud Benedetti, ça peut durer combien de temps cette histoire ?
Ça, il faut demander à M. Martinez et à Sudrail. Mais en l'occurrence, ce qui est assez frappant, c'est qu'en effet, ça dure. Et même si cette grève apparaît impopulaire, c'est une impopularité relative. C'est que quand on regarde quand même les études, en effet, il y a plutôt une majorité de Français qui sont opposés à cette grève, mais il n'y a pas un décrochage. C'est 60-40 à peu près. Oui, mais c'est pas non plus, je veux dire, un décrochage extrêmement... Ça varie en fonction des instituts d'ailleurs, mais c'est pas un décrochage qui est absolument catastrophique. Alors peut-être que c'est la stratégie d'ailleurs qui a été employée par les syndicats de se lancer dans ce processus de grève perlée qui permet de leur assurer une continuité qui fait que l'opinion n'est pas non plus vent debout. On voit bien qu'on est sur une ligne de crête, mais quand même, ce qui est réel aussi, c'est que cette réforme de la SNCF, qui est une espèce de serpent de mer de la vie politique française depuis des décennies, aujourd'hui, malgré tout, comparativement à d'autres périodes, bénéficie d'un soutien dans l'opinion publique dont elle ne bénéficiait pas il y a une dizaine d'années, voire 20 ans. Donc, de ce point de vue, le gouvernement s'adosse quand même à une opinion publique qui lui est favorable et qui lui permet néanmoins de décliner sa réforme. Et qui, du coup, peut-être que la même opinion est prête à supporter les dommages de cette grève et la gêne compte tenu de ce qu'elle souhaite. On vous pose la question sur Twitter, ce n'est pas un sondage bien sûr parce que c'est sur la base du volontariat. Est-ce que vous considérez-vous qu'il est temps que cette grève s'arrête ? C'est oui à 65%, voilà, ce qui est d'ailleurs à peu près raccord avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Juan Branco, on ne peut pas imaginer une seconde Emmanuel Macron qui dise finalement j'ai entendu M. Martinez et je renonce à ma réforme. Donc pourquoi est-ce que ce mouvement continue ? Ça ressemble à de l'entêtement chez les syndicats, non ? Je ne sais pas, moi je trouve que ça ressemble à du patriotisme, c'est-à-dire qu'on a des services publics à défendre, on les défend. Les gens les plus à droite aujourd'hui en France, c'est les syndicats, les personnes qui défendent l'État, qui défendent le principe d'un service public unifié, qui résistent aux directives européennes, qui visent à tout libéraliser et à segmenter, à fragmenter la société française. À droite, on défend rarement des monopoles quand même et des statuts massifs. Pardon, excusez-moi, tous ces monopoles sont nés de l'après-guerre et du général de Gaulle par la suite et de la politique pompidoulienne, etc. L'État fort en France, ça remonte même à une des icônes de l'historiographie de droite, à Louis XIV, et le colbertisme, etc. Donc, excusez-moi, là-dessus. Donc là, on a des gens qui en quelque sorte, ont pris les armes symboliques et qui ont décidé de s'opposer à cette sorte de démantèlement généralisé des services publics. Après La Poste et Orange, on voit bien les résultats. Moi, je suis très heureux qu'on considère que les centaines de suicides qu'il y a eu à La Poste aient servi à quelque chose. Je n'ai pas vraiment l'impression que le service se soit amélioré et qu'on soit aujourd'hui dans une situation qui soit meilleure que celle d'avant. Et pareil, évidemment, pour le fret. Donc le fret, c'est quand même le transport commercial dans les trains, dans le ferroviaire, qui aujourd'hui s'est complètement effondré depuis que justement il y a eu une ouverture à la concurrence. À un moment, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on reste sur un dogme libéral parce qu'il y a des gens à Bruxelles qui sont tellement déconnectés des populations et qui n'ont aucune prise avec le réel parce qu'ils sont là dans leur tour d'ivoire, dans leur bunker soviétique. Je ne sais pas si vous avez vu le siège de la Commission européenne, c'est assez inquiétant à voir. Et qui décident un peu pour tout le monde, avec après l'accord des chefs d'État qui sont entre eux, du fait qu'il faut en fait dévaster les piliers d'une société et d'un vivre ensemble. Donc là, il y a des gens qui se battent pour ça. Il y a un soutien relatif, malgré comme un pilonnage de la part du gouvernement et d'une partie de la presse en faveur de cette réforme, quelle personne ne comprend. On sait bien que les cheminots ne se battent pas pour leurs intérêts, ils l'ont dit eux-mêmes, le gouvernement l'a dit lui-même, la réforme du statut ne s'appliquera qu'à ceux qui viennent après, qui seront recrutés après. Donc on voit bien que c'est vraiment un mouvement politique, dans le sens d'engagement pour l'autre. Hakim El Karoui, quelque chose me dit que vous n'êtes pas forcément complètement d'accord avec ce point de vue. Moi, je ne suis pas du tout un ultralibéral ou un... Ah non, mais c'est parce que je vous entendais. Je suis pas complètement convaincu parce que, en fait, le démantèlement des services publics, d'une certaine manière, il a commencé depuis bien longtemps. Il a produit des résultats. Alors bons et mauvais. Oui. Dans les télécoms, alors on va dire les suicides, mais est-ce que c'est le démantèlement, est-ce que c'est la privatisation, est-ce que c'est le changement de statut ? Moi, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout, parce que quand on connaît l'histoire de France Télécom, le problème c'est qu'on avait un statut et qu'on avait décidé d'ouvrir la concurrence, ce qui a permis à France Télécom de continuer à exister, parce que sinon France Télécom n'aurait pas de télécommunications en France aurait disparu. Non, mais France Télécom aurait disparu au profit d'acteurs purement privés et très largement étrangers. Si, on sait. On sait qu'on avait un monopole d'État et qu'on a eu un oligopole à la place. On a plein d'exemples étrangers qui prouvent cela. Et aujourd'hui, on a une ouverture à la concurrence des chemins de fer qui est à ce stade très théorique, parce qu'on ne sait pas du tout si ça va exister, si ça va fonctionner.
On a vu que dans la distribution électrique, par exemple, ça marchait très mal. Dans d'autres cas, ça marche très bien. Il y a des exemples étrangers qui sont dans un cas favorable, dans l'autre pas favorable. Donc là, tout le monde est plutôt dans le flou. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la communication du gouvernement et le besoin d'avoir un grand conflit social sur un sujet que les Français, notamment les électeurs du gouvernement, ne comprennent pas. Le statut... Je ne suis pas sûr que ce soit un combat pour personne. La privatisation, je ne suis pas sûr que ce soit un combat non plus pour personne. De toute façon, on ne parle pas de privatisation. Le gouvernement dénie ni à chaque fois des filiales ou de la holding, à la limite, peu importe. Donc moi je ne comprends pas très bien l'intérêt politique maintenant, en ce moment, d'avoir ce conflit-là. C'est Macron de se poser en réformateur oui, mais tant qu'à faire, j'aurais fait par exemple les retraites. Le régime spécial des cheminots, qui coûte très très cher à la collectivité, qui est entre nous absolument pas justifié. Pourquoi les cheminots partent à 53 ans, quand maintenant la norme c'est 62 ans. J'aurais fait ça. Là, finalement, on ne comprend pas le combat, ni du gouvernement, ni vraiment du coup des salariés des cheminots. Arnaud Benedetti. On comprend mieux le combat du gouvernement. En fait, tout le storytelling d'Emmanuel Macron et des marcheurs, c'est d'accréditer cette idée, qui est à mon avis très contestable, que la France est immobile depuis 30 ans. Et qu'il arrive au pouvoir et qu'il va faire bouger et prendre à bras le corps un certain nombre de sujets qui n'avaient pas été traités par ses prédécesseurs. Donc, il a intérêt à avoir une réforme un peu difficile sur le plan de la symbolique pour montrer que lui est l'homme politique, le chef d'État qui ne cède pas par rapport au corporatisme. Donc, de ce point de vue-là, la communication d'Emmanuel Macron, elle est assez, j'allais dire, cohérente par rapport à l'image qu'il souhaite véhiculer. Il a besoin un peu de cette mère de toutes les batailles. Alors, il y avait déjà eu le Code du travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même la réforme du Code du travail, et on a vu d'ailleurs la capacité de mobilisation des syndicats qui finalement s'est heurtée au mur d'une réalité qui fait qu'ils n'ont pas réussi, malgré tout, à faire la démonstration de force que notamment M. Mélenchon annonçait à travers les médias. Donc là, il y a quelque part un test pour ce gouvernement pour montrer qu'il fait ce que les autres n'ont pas fait. Encore une fois, on peut discuter là aussi sur le diagnostic qui est fait par Emmanuel Macron et son gouvernement sur les 20 ans ou les 30 années de vie politique et de vie sociale et économique que nous avons traversées. Mais en tout cas, je crois qu'il y a une cohérence en effet dans leur stratégie de communication. Il y a un point un peu inquiétant quand même, Alexandre Devecchio, c'est que la direction de la SNCF fait état de sabotage, ce qui est nouveau aujourd'hui, donc d'actes plus que de malveillance, de dégradation. Vous ne craignez pas une espèce de radicalisation de ce conflit ? Honnêtement, il y a des radicalisations qui sont plus préoccupantes que celles des cheminots. On peut penser ce qu'on veut des cheminots. Pour l'instant, moi, je dirais que d'un point de vue purement stratégique, je pense que l'idée de la grève perlée était une aberration. Quand on veut bloquer un pays, nuire, eh bien, il faut le bloquer complètement. Je ne dis pas que c'est mon souhait, mais je crois que ça aurait été plus efficace. Ça avait été le cas en 1995, ça avait montré une certaine efficacité. Là, on fait une grève qui ne gêne pas vraiment, et donc ça ne fonctionne pas. Trains, quand même. Ça ne fonctionne pas. Ça ne bloque pas le pays, en tout cas. Ensuite, le gouvernement cherche quand même le pourrissement de la situation, donc il ne faut pas tellement s'étonner qu'ils l'obtiennent. Moi, je partage ce qui a été dit, mais je ne voudrais pas réduire Emmanuel Macron à sa communication. Je crois qu'il y a quand même de l'idéologie là-dedans et que tout se tient. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à un mariage à Carcassonne ce week-end et donc j'ai dû repartir en fait en blablacar, en covoiturage, puisqu'il n'y avait plus de train à cause des grèves. Et donc on est dans l'ubérisation de la société. La personne qui a fait le trajet, d'ailleurs j'ai payé aussi cher qu'un billet de train. J'ai mis 3 fois plus de temps. C'est l'offre et la demande. Et donc voilà un petit retraité qui sans doute avait moins de retraite à cause d'Emmanuel Macron et qui arrondit ses fins de mois avec BlaBlaCar. Donc la société qu'on nous prépare, c'est ça, c'est une société où, si vous voulez, les retraités deviennent taxis, les taxis peut-être deviendront postiers, et demain, les femmes loueront leur ventre. Donc je pense que c'est la société des individus pure et simple, une société ubérisée, et en face, il pourrait y avoir une opposition qui défend un minimum de protection. Or, je pense que l'erreur des syndicats, c'est que personne ne croit aujourd'hui que les syndicats défendent l'intérêt général. Vous avez été assez habile, mais tout le monde n'est pas aussi habile que vous, ni dans l'opposition, ni chez les syndicats. Et ce qu'on a entendu, c'est la défense d'un statut. Et on a eu l'impression que les cheminots défendaient leur intérêt particulier et les syndicats leur intérêt corporatiste.
séparatistes. Moi, je regrette qu'on n'ait pas eu un vrai débat sur le modèle de société de l'avenir. Est-ce qu'on veut un monde ubérisé? Pour Emmanuel Macron, ça signifie plus de liberté, mais je pense que pour beaucoup de Français, ça signifie aussi plus de précarité, plus d'atomisation. Juan Branco. Justement, moi je pense que ce n'est pas tant une question d'habileté, mais de capacité à penser un système d'ensemble. Le syndicat, par essence, d'une part, n'est pas très représentatif. À l'échelle de la société française, surtout en France, c'est à peu près 10% des salariés. Donc même pas, quand vous rapportez le nombre de salariés à la population d'ensemble, c'est encore plus faible. Et par ailleurs, il est fait pour penser de façon catégorielle. C'est-à-dire qu'après, évidemment, il y a un héritage des grandes luttes et autres, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un rétrécissement de leur combat sur des intérêts catégoriels. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir une force politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et qui réussisse à penser l'ensemble de ces questions ensemble, ce que vous essayez de faire un peu justement quand vous parlez d'ubérisation de la société, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une difficulté à le faire, et c'est ce qui explique le 1er mai, le Black Bloc, le cortège de 15 000 personnes, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent plus du tout dans l'offre politique en France, quelle qu'elle soit, et qui du coup sortent du système, et que ce soit par des méthodes violentes ou juste en se décalant, en faisant un pas de côté pour manifester en dehors des systèmes institués, réclament justement une nouvelle voie. Et ça, Emmanuel Macron, en fait, c'est là où il est très vieux monde, c'est-à-dire qu'il pense le monde dans le système tel qu'il existait jusqu'ici. Sauf que ce système se rétrécit et englobe à chaque fois moins l'ensemble de la société. Et donc les syndicats sont à chaque fois moins représentatifs, et l'impression que s'il écrase les syndicats, il aura gagné. Sauf que non, il y a toute une partie de la société qui commence justement à vouloir se revendiquer avec une violence de plus en plus importante, parce qu'elle ne se sent ni représentée, ni entendue par le pouvoir. Et publicité confraternelle, on retrouve demain dans l'opinion une chronique d'Hakim El Karoui sur ce sujet, sur le retour de la violence dans la société. Non, je crois qu'on est dans un processus de décomposition et que Macron l'a très bien compris. On a eu la décomposition politique. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Avec les grands partis politiques qui ont disparu, et je crois que les syndicats sont en train aussi de disparaître parce que justement, ils n'ont pas su représenter l'intérêt général et être cette force que vous... Comment on sort de cette crise, Arnaud Benedetti? Comment on sort de cette crise, mais la réalité, c'est que les grandes mobilisations collectives, aujourd'hui, ne sont plus à l'ordre du jour. Parce que finalement, quand on regarde la capacité de mobilisation, elle reste faible quantitativement. Il y a des cycles, mais la capacité de nuisance, c'est une chose, mais vous ne comparez pas 95 avec 2018. Ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas du tout dans des mobilisations d'une dimension de l'ampleur de 95. Loin de là. La réalité, c'est que vous avez des cycles en histoire, et je recommande la lecture d'un sociologue qui s'appelle Albert Eichmann, qui a très bien montré qu'il y a des cycles entre ce qu'il appelait le bonheur privé et l'action publique. Il y a des périodes où vous avez en effet des périodes où l'action publique permet la mobilisation. Et on n'est pas dans cette période aujourd'hui. On est dans une période peut-être liée justement à ce que disait Alexandre Devecchio, où on est dans une société des individus, une société plus atomisée, où les gens se replient sur leur sphère privée et tendent à moins se mobiliser pour un certain nombre de grandes causes et de grandes causes collectives comme les causes sociales. Donc, à mon sens, il y a aussi cette grille de lecture qui nous permet de comprendre la séquence dans laquelle nous nous retrouvons. Ensuite, aujourd'hui, Emmanuel Macron, je ne vois pas les raisons pour lesquelles il devrait bouger. Je veux dire, il a globalement une opinion publique qui est plutôt favorable quand même à sa réforme. Il a une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. Donc il a quand même globalement tous les paramètres qui sont verts pour faire passer sa réforme. Et sa réforme... Ça bloque encore. C'est quand même significatif que ça bloque encore. Il bloque. Mais enfin, plus de 2 mois de grève. Et on en est encore à des... c'est les Français qui sont bloqués. Mais la réforme sont bloqués. Et ce que joue Emmanuel Macron, c'est quand même à un moment donné la lassitude de l'opinion par rapport à ce mouvement. Je vais donner la parole à Hakim El Karoui. Je cite juste avant les points de vue des internautes, car ils sont importants. Pour Néo, sur le Figaro.fr, limitons le droit de grève à 1 semaine. Nicole sur Facebook nous dit: les négociations sont-elles sérieuses entre gouvernement et cheminots? On peut penser qu'il n'y a pas grand-chose à négocier du côté du gouvernement. Et Oltariev, sur le Figaro.fr, nous dit: la dictature des syndicats n'est plus une démocratie. Tandis qu'Albert, toujours sur le Figaro.fr, nous dit qu'il partage l'avis d'Alexandre Devecchio sur la société ubérisée. Hakim El Karoui, qu'est-ce qu'il fait le président de la République là? C'est son intérêt, effectivement, de ne surtout pas bouger? Oui, c'est son intérêt politique, parce qu'il a besoin de montrer qu'il a une grande réforme de plus à son actif. Et par ailleurs, ce qu'on oublie toujours de mentionner, c'est le travail parlementaire. Certes, il y a des grèves qui continuent, mais enfin, le travail parlementaire, lui, il avance. Et puis, le jour où la loi est votée, la loi est votée. Et puis, il y aura encore des suites et des fins de grève. Peut-être là, pour nous, vraiment violentes. Parce que quand tout sera perdu, là, il y aura encore plus de place pour la violence. Et puis, ça va finir. Moi, pour l'instant, je ne vois aucune raison de bouger. Nous revenons sur un autre
sujet, l'attentat à Paris qui a fait un mort ce week-end et à l'issue duquel le terroriste a été lui-même tué par la police. À chaque fois qu'un attentat islamiste survient, celui-ci a été revendiqué par Daesh, la même question revient, est-ce qu'il y a des mesures à prendre que le gouvernement n'aurait pas prises? Écoutez l'avis de Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement, et pour lui, non, malheureusement, il n'y a pas de mesures qu'on pourrait prendre et qu'on n'aurait pas prise pour éviter ce genre de drame. Il n'y a pas, malheureusement, de moyen d'empêcher ce type d'événement. On doit s'y résigner. C'est pas qu'on doit s'y résigner. C'est que la fiche S permet de faire un travail de police et un travail de renseignement important. Je veux rappeler ici que ces 15 derniers mois, 22 attentats ont été déjoués, notamment grâce au travail de nos services de renseignement qui est permis, facilité, grâce à la tenue de fiche S. Quand on vit une tragédie comme hier, évidemment, c'est visible. Le drame, c'est que nos succès sont, par définition, invisibles. N'allons pas. Benjamin Griveaux, qui était l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, et qui faisait allusion au fichier S parce que c'est une demande récurrente de l'opposition, à la fois de Laurent Wauquiez ou de Marine Le Pen, qui est d'interner les fichiers S les plus dangereux. C'était d'ailleurs la question du jour sur le Figaro.fr hier. Alors, en fait, ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat, mais 90% des internautes, ils étaient 54 000 à s'être prononcés sur ce sujet, répondent oui à cette question. Juan Branco, est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter les attentats et qu'on n'aurait pas encore prises? Écoutez, moi, je suis probablement fiché S parce que j'étais l'avocat de Wikileaks, donc j'aimerais bien ne pas me retrouver en camp de rétention parce que c'est complètement absurde comme mesure, en fait. Alors, on dit souvent, c'est une partie des fichiers S, ceux qui sont fichés pour danger de terrorisme, qui a priori n'est pas votre cas. Donc, votre liberté entre les mains d'un bureaucrate qui va décider si vous faites partie du bon ou du mauvais sans intervention de la justice. Non, mais enfin, on est en plein délire ou quoi? Qu'est-ce qu'on défend à partir de là? Quel type de société on défend? Dans ce cas-là, on est en train de renoncer à nos valeurs pour... Mais c'est même pas, quand je dis les valeurs, ça y est, on va me tomber dessus, c'est juste les principes de base pour lesquels on vit en France. Dans ce cas-là, partons vivre en Syrie et là aussi, on nous enfermera comme ça et on aura des gens qui décideront pour nous de ce qu'on doit faire. Donc non, évidemment pas dans ce sens-là. Par contre, quand Benjamin Griveaux dit le drame, déjà c'est quand même sidérant, le drame c'est qu'on ne voit pas nos réussites. Donc pour lui le drame c'est pas qu'il y ait des gens qui meurent, c'est le fait qu'on ne fasse pas la communication au gouvernement. Ça quand même il faut... Des attentats qui ont été évités, c'est l'inconscient qui pas. parle quoi. Ouais. Oui, et la deuxième chose c'est le drame, excusez-moi, c'est pas ça. Le drame c'est qu'il y ait 24 attentats qui étaient déjoués. C'est-à-dire qu'il y a 24 tentatives d'attentats qui sont intervenues en France. Et il faut s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore en France on a une telle pression au niveau terroriste, qu'est-ce qui fait dans notre politique intérieure, dans notre rapport aux populations qui sont les plus fragilisées de notre pays et qui se sentent exclus et qui après partent dans des dérives pour une partie d'entre elles d'une violence extrême captée par des religieux. Qu'est-ce qui fait que dans la politique extérieure, dans le rapport à la Syrie, à l'Arabie Saoudite, qui a financé pendant de très longues années l'islam de France et de nombreuses mosquées avec un wahhabisme qui justement se retourne un moment contre nous, qu'est-ce qui fait dans notre politique que cette violence est suscitée dans notre pays? Et ça, tant qu'on ne se pose pas cette question, eh ben évidemment, on va être comme Benjamin Griveaux à dire « Ah oui, le drame, c'est qu'on n'ait pas parlé des attentats déjoués ». Arnaud Melletti, je reviens sur l'argument employé par Juan Branco, qui est celui des principes, du respect des valeurs démocratiques. Il y a un très grand décalage entre ce discours, qui est globalement celui des responsables politiques, et l'opinion française, qui n'est pas très éloignée de celle des internautes du Figaro. Parce que sur les sondages après sondages, les gens disent qu'on mette en prison préventivement les fichiers S. Même si c'est contraire aux règles de droit, il faut qu'on se protège. Mais il est clair que ce discours qui est tenu par les principaux responsables politiques, quoique par tous, puisque M. Wauquiez a une analyse différente sur les fichiers S, aujourd'hui est très peu audible par l'opinion publique. C'est que l'opinion publique, alors je ne suis pas sûr que ce que vous nous avez montré, le sondage, c'est pas un sondage d'ailleurs, l'estimation de vos lecteurs, soit conforme à la réalité, soit conforme. On est autour de 80%. On peut imaginer qu'une grande majorité de l'opinion publique soit favorable, à des mesures beaucoup plus répressives vis-à-vis des fichiers S. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les propos de Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, il dit quelque chose qui est juste sur le fond. On ne peut pas empêcher. Le problème, c'est que ce n'est pas à lui de le dire. Il n'est pas le bon émetteur pour dire ça. Parce que quand vous êtes secrétaire d'État ou que vous êtes ministre, vous avez en charge, solidairement, avec l'ensemble des collègues de votre gouvernement, une question qui est absolument essentielle, qui est la question clé et la question régalienne, qui est celle de la sécurité. Quand un responsable politique dit « on ne peut pas empêcher »,
Là, il y a un problème qui se pose, qui est un problème de fond, un problème de comportement politique et bien évidemment aussi un problème de communication politique. Parce que vous envoyez finalement un message qui est celui d'une forme d'impuissance et de résignation par rapport à une réalité qui n'est pas acceptable pour l'opinion publique. Et ça, je crois qu'en effet, c'est un petit souci. Hakim El-Karoui, je reviens à ma première question. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre qu'on ne prend pas contre le terrorisme islamiste ? Des mesures de sécurité, franchement, je ne sais pas. Moi, ce qui me frappe, c'est... je reviens d'Arabie Saoudite. J'ai été voir des responsables religieux. J'ai été voir aussi comment ils luttaient contre le terrorisme. Alors eux, ils sont d'accord pour lutter contre l'extrémisme. Ça veut dire quoi l'extrémisme pour les Saoudiens ? Ça veut dire le terrorisme, au nom de l'islam. Eux, ils ont 400 personnes sur les réseaux sociaux qui font du contre-discours religieux. Est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'en France, comme on a du mal à accepter qu'il y ait une dimension religieuse, au sens noble du terme, dans ces actes, comme on a un peu tendance à croire que c'est notre faute parce qu'on a été méchant, en gros, hein, je caricature, mais enfin c'est un peu le discours. Pas occuper socialement des gens. Ce qui n'est pas faux par ailleurs, mais moi je pense que ça va beaucoup plus loin. Et une phrase qui m'a toujours marqué, c'est « Vous voulez réussir votre vie, nous voulons réussir notre mort ». Il y a une dimension téléologique et une dimension théologique qui est très puissante. La France s'interdit absolument de voir ça comme un sujet religieux et du coup de le combattre avec des arguments religieux. Ça, à mon avis, sur le contre-terrorisme, comme plus généralement sur le contre-islamisme, c'est un trou noir de l'organisation de l'État. Et je pense qu'il serait temps que l'État, dans toutes ses composantes, accepte de regarder cette dimension religieuse et soit capable de s'armer en la matière, pour pouvoir répondre, pour pouvoir donner à des gens qui ne seront pas l'État, par définition, mais qui seront peut-être des religieux, peut-être des musulmans. En faisant émerger des leaders musulmans qui pourraient dire ça c'est pas l'islam, ça c'est... Des leaders musulmans, mais en l'occurrence les terroristes, vous savez, ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils parlent. Je travaille un petit peu sur le sujet en ce moment, vous parlez à l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, il y a des débats dans les prisons. Chez les terroristes, il y a 1700 détenus pour fait de terrorisme ou risque de terrorisme. Le débat, c'est la religion. C'est des débats théologiques. Un peu comme il y en avait en Europe au XIIIe ou XIVe siècle, il y a des disputes théologiques. Nous, on n'est absolument pas là-dessus, parce qu'on considère que ça ne regarde pas l'État, c'est une affaire religieuse. Par ailleurs, on n'y comprend rien, on ne veut rien y comprendre. Ben, il serait peut-être temps de se donner les moyens, pas directement l'État, mais par des acteurs de la société civile, de leur répondre, de rentrer dans ce débat-là. C'est un moyen de prévention. Ce qui est intéressant, c'est que le débat, il est aussi assez vif sur les réseaux sociaux. Néo nous dit « Mettre en prison des fichiers S est un jeu dangereux ». Car ils n'ont pas encore commis de délit de crime, tandis que Albert nous dit le gouvernement est dans l'angélisme, dans le déni du réel. L'état de droit et des droits de l'homme ne sont pas adaptés à cette situation. Alexandre Devecchio, votre point de vue ? Déjà, le silence relatif d'Emmanuel Macron dans cette affaire, moi, me choque. Je pense qu'il y a une stratégie pour le coup de communication qui est celle de l'enfouissement. Il va faire passer ça pour de la verticalité. Vous me permettez de vous couper 10 secondes ? Oui. Après, vous reprenez la parole. L'illustration de votre propos, c'est une déclaration de Virginie Calmels ce matin sur France Info. On voit Emmanuel Macron tout le temps, partout, très actif, très mobilisé, très énergique. Et sur cette question du terrorisme, je le trouve assez étonnamment absent. Emmanuel Macron nous a fait part d'un problème de laïcité radicale. On voit bien que sur ces questions, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas la laïcité qui est radicale dans notre pays, c'est l'islamisme. Et il ne le désigne pas, il le nomme pas, il est étonnamment absent. Il n'est pas rentré de Brégançon, ce qui est un peu étonnant. Je vous rends la parole. Non, je suis assez d'accord, pas toujours avec Virginie Calmels, mais sur ce point absolument, effectivement, personne ne tue chez les laïcs. Donc je trouve que c'est extrêmement malvenu de parler de laïcité radicale, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement Emmanuel Macron est mal à l'aise avec ces questions-là, donc il fait comme si elle n'existait pas. Elle est dans une stratégie qui est inquiétante, qui est une stratégie de la banalisation. Il y a quand même des gens qui se font tuer au couteau ou égorger dans la rue, comme en Israël.
pas très loin de ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90. On n'en est pas encore là, mais ça commence à y ressembler. Donc ça devrait être inacceptable et ça devrait être la priorité numéro 1. Je pense qu'il faut être très prudent avec cette stratégie de la banalisation-là, surtout que ce n'est pas ressenti comme ça par les Français, c'est ressenti comme quelque chose d'inacceptable auquel on ne pourra jamais s'habituer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, avant de mettre tous les fichiers S en prison, il y a peut-être d'autres choses à faire qui ne sont pas encore faites. D'abord, créer un fichier qui concerne effectivement les islamistes, parce qu'on ne va pas mettre les hooligans dans le même sac ou les supporters ou les défenseurs de effectivement, de Fabien Assange. Ça, je ne comprends pas que ce soit pas encore fait. Fichier FSB. Donc voilà, parlons de ce fichier-là et pas du fichier S, sinon on ne comprend pas. Et ensuite, je pense qu'il y a une question liée à l'intégration et à l'immigration. Je suis désolé, la personne qui a commis ce meurtre avait été naturalisée il y a quelque temps. Est-ce qu'on ne doit pas faire un peu plus attention quand on naturalise quelqu'un, s'assurer qu'il partage les valeurs, la culture française? Est-ce que parmi les fichiers S, ceux qui ont un casier judiciaire et qui sont étrangers, on ne pourrait pas les expulser, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre, notamment d'expulsion et ensuite de réflexion sur la question de l'immigration et de l'intégration, qui sont sans doute qu'on pourrait déjà commencer à prendre avant d'interner préventivement. Ajouter à ça, à mon avis, le rétablissement de la double peine, qui a été l'erreur historique de Nicolas Sarkozy, et on a déjà des marges de manœuvre. Donc là, qu'on ne nous dise pas, on a tout fait. Des marges de manœuvre qui apparaissent pour la majorité des Français comme le simple bon sens, eh bien pour l'instant, on ne le fait pas pour des questions à la fois de politiquement correctes et de bureaucratie. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un dernier sujet, moins dramatique, heureusement. C'est celui de la rémunération des actionnaires. Alors, je vous la fais courte parce que c'est un peu technique. Une association, Oxfam France, a étudié la façon dont les bénéfices des grandes entreprises, celles du CAC 40, étaient distribués. En gros, sur 100 € de bénéfices, il y en a 67, donc plus des deux tiers qui vont dans la poche des actionnaires en dividendes, un gros quart qui est réinvesti dans l'entreprise, et puis une toute petite partie qui est versée en prime ou en intéressement pour les salariés. Et ce qui est intéressant, c'est que la part des actionnaires, elle est plutôt plus importante en France que dans d'autres pays, puisqu'on est à 68%, ce qui est davantage que par exemple ce qui se passe aux États-Unis. Mais pour être complet, à contrario, si on dit les actionnaires se goinfrent, c'est un peu court, parce qu'en fait, si on prend un peu de recul et qu'on se met on remonte à 2003, on s'aperçoit que en valeur absolue, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40, ils progressent, mais ils progressent doucement, il n'y a pas d'explosion, et surtout, ça dépend beaucoup de la conjoncture boursière. Quand il y a un krach boursier, regardez ce qui se passe, par exemple, en 2007, ça baisse beaucoup. Hakim El Karoui, est-ce que vous êtes d'accord avec ma présentation et est-ce que vous trouvez qu'il y a des excès? Est-ce que les actionnaires sont trop bien payés dans notre pays? Il faut revenir peut-être sur la méthode. Je ne la connais pas, la méthode de l'enquête Oxfam. Oxfam est plutôt engagé sur ces sujets-là, donc oui, ils sont une position de neutralité absolue. Pas très pro-capitaliste, on va dire. Voilà. Si c'est vrai, c'est-à-dire si la méthodologie est solide et robuste, oui, c'est pas bon. C'est pas bon, pas forcément pour les raisons morales que sous-tend Oxfam, 67% pour les méchants actionnaires, 5% pour les gentils salariés. C'est pas bon parce que ça traduit quelque chose du fonctionnement de l'entreprise. Son incapacité à investir suffisamment et à distribuer de l'argent soit aux actionnaires, soit pour acheter ses actions. Bon, en général, c'est ça qui se passe. Donc si c'est ça, oui, c'est pas bon. Par ailleurs, mais on peut revenir à la question des syndicats. Moi, je trouve que les syndicats devraient se battre plus sur ces sujets-là que sur la question du statut du monopole des cheminots. Parce que les syndicats, ça sert à quelque chose dans la société. Ça sert à équilibrer la relation et le rapport de force. C'est encore un rapport de force entre le capital et le travail. Et là, on voit bien que c'est un sujet sur lequel les syndicats ne sont absolument pas. Je pense qu'ils auraient beaucoup intérêt, pour l'intérêt de la société française et de l'économie française, à encourager les entreprises à investir et réinvestir plus, plutôt qu'à distribuer des dividendes qui, finalement, ne sont par ailleurs pas consommés. Juan Branco, une fois de plus, c'est la faute des syndicats, en fait.
Bah oui, bien sûr. Mais par contre, il y a un petit problème avec un de vos graphiques. J'ai vu que ça commençait à 47 en 2003 et ça finissait à 51 en 2016. Et en fait, alors qu'entre-temps, il y a 35 qui est au-dessus de 47. Donc il y a une petite manipulation. Je ne sais pas si elle est volontaire ou pas. Mais... Absolument. Je suis sûr que les chiffres de départ et d'arrivée sont bons, mais vous avez raison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et de façon générale, 10% des dividendes reversés aux actionnaires dans les années 80, 30% en 2003 et 67% en 2016. Donc l'évolution est incontestable et en roue libre dans un déséquilibre qui est quand même catastrophique. Qui est catastrophique pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le résultat de la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire qu'on va à la recherche du profit au profit à court terme. Et ça, on a quand même des grands groupes d'investissement, des grands fonds d'investissement comme BlackRock qui s'en plaignent publiquement et qui disent qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. C'est bien la preuve que ce n'est pas la conséquence de la financiarisation de l'économie, parce que BlackRock est l'exemple même de la financiarisation de l'économie, et BlackRock s'en plaint. Non, parce que BlackRock investit sur le long terme et dit on ne peut plus investir. Oui. On est obsédé sur les revenus, sur les chiffres trimestriels et sur les dividendes annuels, au lieu d'essayer d'investir sur le long terme. Et sur le long terme, en fait, on est en train de déstructurer complètement les sociétés. Et parce que vous disiez, c'est pas aussi dramatique que le terrorisme. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est un mouvement d'ensemble qui amène au terrorisme, c'est-à-dire à la désocialisation d'une partie de la société. Non, mais c'est pas un raccourci. C'est très important et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, parce que cet argent-là, et de façon générale, l'argent qui par ailleurs va sortir à travers l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale, comme tient le président de la République à le dire, qui va sortir des mannes de l'État et du bien commun en général. C'est de l'argent qui ne va pas dans les hôpitaux, qui ne va pas dans les écoles, donc qui ne va pas encadrer ces personnes qui, complètement désocialisées, vont se mettre dans les mains d'autres cadres, en l'occurrence des leaders religieux extrémistes qui vont faire ce qu'ils en veulent. Merci. Et comme on est très réactif à point de vue, on a vérifié en régie. En fait, la courbe qui est bonne, effectivement, ce n'est pas 35 milliards, mais 53 milliards. C'est pour ça qu'il y avait ce problème. Mais la tendance globale, elle est bonne. Et peut-être même qu'on va revoir le graphique remis à jour, parce que vous savez, ici, non, pas encore, mais donc le 35, vous l'oubliez, c'est un 53. Arnaud Benedetti, comme je ne suis pas sûr qu'Alexandre Devecchio défend les actionnaires du CAC 40, je me tourne vers vous en disant peut-être que vous allez... Non, je ne sais pas si je vais les défendre, c'est peut-être pas mon objectif en l'occurrence, mais deux choses sur les syndicats. Bon, on comprend pourquoi les syndicats sont absents, c'est qu'ils sont encore moins représentatifs dans le privé qu'ils ne le sont dans le public aussi. Cette raison expliquant vraisemblablement le fait qu'ils ne se soient pas saisis de ce combat. Mais bon, globalement, ça traduit quand même un état de la société française, ce diagnostic. C'est qu'il y a un climat aujourd'hui en France où le sentiment d'accroissement des inégalités ne cesse de grandir. Et c'est une réalité d'ailleurs, puisque toutes les études montrent quand même globalement qu'il y a un fossé qui grandit entre les plus riches, les très plus riches et les moins riches. Ça, c'est une réalité. Et je pense que quelque part, c'est une difficulté dans la conjoncture politique dans laquelle nous trouvons pour Emmanuel Macron. Alors, il n'est pas du tout responsable, forcément, de ces résultats, mais il participe parce qu'il renvoie à l'opinion de cette idée que, globalement, il y a des profits qui grossissent et qui grossissent au profit d'une minorité. Et je crois que là, en effet, c'est une limite pour son action politique à terme, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est essentiel dans la société française et dans la culture politique française et dans l'histoire politique française, c'est ce sentiment qui est parfois peut-être un peu démagogique, mais qui est une réalité, c'est ce qu'on appelle la passion égalitaire. Et la passion égalitaire, quelque part, c'est vraisemblablement quelque chose qui, dans le macronisme, n'a pas été totalement intégré. Alors Alexandre, pardon, parce que j'ai peut-être préjugé de ce que vous alliez dire. Est-ce qu'on vous entend toujours ? Parce qu'il y a peut-être un micro qui s'est décroché. On va le voir tout de suite, on va me le dire en régie. Est-ce que vous aussi, vous êtes... justement, c'est le vôtre. Alors, on va vous remettre votre micro. Voilà. Parce qu'au Figaro, c'est comme ça. Quand on dit du mal des actionnaires, on coupe le micro. Mais non, c'est pas vrai. La parole est libre. C'est ça, point de vue. Et donc, j'allais vous demander, Alexandre Devecchio, si vous étiez vous-même sujet à la passion égalitaire dont parlait non, je pense que ce n'est pas une question de passion égalitaire. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Hakim El-Karoui, c'est-à-dire c'est une vision du capitalisme. Et aujourd'hui, on est dans une certaine forme de capitalisme, en particulier en France, qui est la négation même du capitalisme. C'est-à-dire qu'on est dans le court-termisme absolu, alors que le capitalisme, c'est on investit de manière pérenne pour longtemps. D'ailleurs, si on compare, moi j'ai lu l'étude avant de venir, on voit bien qu'en Allemagne, qui se porte très bien économiquement, il y a une part beaucoup plus grande dans l'investissement, je crois que c'est capital, et
et beaucoup moins dans la redistribution des dividendes aux actionnaires. Donc voilà, c'est inquiétant, cette mutation du capitalisme. Ça traduit aussi des grands groupes où il y a de moins en moins de petits actionnaires, où il n'y a pas de participation, où l'État, de manière globale, se désengage aussi. Et à la fin, ça peut même nuire aux actionnaires, puisque si l'entreprise se casse la figure, on voit bien que parfois, il y a plus de dividendes qui sont redistribués que de bénéfices. Quand on étudie, je ne sais pas si elle est bien faite ou pas, mais si on se fie à cette étude-là, ça peut être quand même inquiétant, y compris pour les actionnaires. En tout cas, il y a un certain nombre de groupes, par exemple Alcatel et Hewlett-Packard, je crois. Alcatel n'a pas assez investi et ils se sont fait doubler à cause de ça. Donc voilà, moi je ne suis pas... bien sûr, s'il y a un peu d'égalité au passage, c'est pas plus mal, mais en plus, c'est inefficace économiquement en termes de création d'emplois et en termes de groupes pérennes, solides. Merci Alexandre Devecchio. Là, le dernier mot revient aux internautes. À France, qui nous dit partager les bénéfices entre les employés plutôt qu'entre actionnaires, cela favoriserait la consommation de manière plus efficace. C'est vrai, même si on peut dire que les salariés ont déjà leur rémunération. Donc, contrairement aux actionnaires, on peut dire qu'ils ont déjà une partie de la valeur ajoutée. Gérard, sur Facebook, qui nous dit plus l'actionnaire français touche de dividendes, plus le fisc se frotte les mains, pour l'interrogation. Oui, sans doute, même si l'imposition sur le capital a été baissée. Et puis on termine avec la question Twitter. Est-ce que les actionnaires en France sont trop payés? Eh bien, pour 68% des internautes qui ont répondu, la réponse est oui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Marie-Amélie Lombard. Bonsoir.